Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 163e épisode de Finances fondamentales. Content d'être avec vous ce matin pour la synthèse d'une vidéo YouTube de Ben Félix, publiée en 2025, qui s'appelle « Les arguments en faveur des fonds indiciels ». Dans l'épisode 159, je vous partageais un épisode où Ben Félix, dans Rational Reminder, un épisode de podcast, où il questionnait un peu les dangers liés aux fonds indiciels. Ben, dans la vidéo YouTube d'aujourd'hui, je trouvais ça le fun de nous ramener à nos bases et voir pourquoi c'est important de considérer les fonds indiciels quand on investit. Donc, la question que les animateurs posent au début de leur épisode, c'est pourquoi les fonds indiciels sont-ils l'option la plus rationnelle pour la majorité des gens? Donc, si vous avez déjà entendu parler des fonds indiciels, c'est le cas pas mal sur le podcast, mais vous ne savez pas pourquoi ils sont recommandés ou si vous êtes encore tenté par la gestion active vous-même ou avec des professionnels, bien aujourd'hui, on va voir en 5 points pourquoi les fonds indiciels sont l'outil le plus puissant pour faire croître votre patrimoine sur le long terme. Et surtout, on va illustrer pourquoi avec des exemples concrets. On va répéter certaines choses qu'on a vues, mais c'est nécessaire de le faire. Ou bien, si c'est plus nouveau pour vous sur le podcast, ben c'est important de comprendre pourquoi je dis souvent que les fonds indiciels sont super intéressants et que tout ça est basé sur des études scientifiques que Ben Félix nous partage dans cette vidéo-là. Premier élément de synthèse, les fonds indiciels battent les fonds actifs. Donc, la gestion active repose sur l'idée qu'un gestionnaire peut choisir les bonnes actions et battre le marché. Mais en pratique, les chiffres disent vraiment autre chose. Si on prend l'exemple des États-Unis, selon le rapport SPIVA du S&P Dow Jones, sur une période de 20 ans, il y a moins de 6% des fonds actifs qui ont battu leur indice de référence. C'est l'équivalent d'un casino où la maison gagne presque toujours. L'étude de Rowley et collaborateurs en 2022 montre la corrélation négative entre les frais et le rendement sur 10 ans. En gros, les frais sont le plus gros prédicteur de rendement sur les fonds actifs par rapport aux fonds indiciels, que ce soit avec une petite, moyenne ou une grande capitalisation. Donc, en fait, ce sont les frais de gestion dans la gestion active qui minent le rendement de ces fonds-là et qui font en sorte qu'il y a seulement 6% des professionnels qui vont battre les indices de référence. Donc, si on y va avec un cas concret, imaginez deux investisseurs, on va dire Sophie et Marc. Sophie investit dans un fonds indiciel qui suit le SP500 avec des frais de 0,1%, tandis que Marc choisit un fonds actif avec 1,5% de frais annuels. Sur 30 ans, si on suppose un rendement de 8% avant frais, l'investissement de Sophie pourrait être 40% plus élevé que celui de Marc, juste à cause des frais. Les professionnels vont souvent vous présenter 2 ou 3 fonds actifs qui ont mieux fait que l'indice dans les 10 dernières années. C'est facile à faire après coup. Tu sais, par exemple, j'avais dans un épisode des abonnés, ou je ne sais plus trop, ça fait très longtemps, dans les 30 premiers épisodes, j'avais présenté le cas d'un couple d'amis dans la rue qu'elle avait rencontré son professionnel parce qu'elle faisait elle avait des CPG là, depuis 10 ans. Anyway, bref, on ne revient pas là-dessus. Elle voulait juste avoir du VEQT avec son conseiller financier pour réduire les frais. Puis il avait dit « Hey, oui, c'est correct, mais en même temps, regarde, j'ai des FNB qui ont surperformé VEQT depuis 10 ans. » Puis il montrait des FNB d'énergie renouvelable qui avaient fait plus que 50% annualisé à l'époque. Alors que depuis ce temps-là, ces FNB-là n'ont rien fait. Fait que c'est facile de faire du cherry picking pour ces gens-là, de vous présenter hey, voici 2-3 FNB qui ont vraiment bien marché. Sur les 382 qu'ils proposent, ils ciblent ces 3-là, alors qu'on sait très bien que ce ne sera pas les gagnants, probablement, dans les 5 prochaines années, ça va être 3 autres. Puis ces 3 autres-là, dans 5 ans, il va les présenter à ses nouveaux clients. Donc, tu sais, il faut être prudent avec ça. Ce que les données montrent, c'est que vous avez moins de 23% de chances de trouver une personne qui a battu le marché pendant 5 ans et qui va le faire encore pendant 5 ans. Sur 20 ans, si vous êtes avec le même professionnel pendant 20 ans, vous avez 6% de chance de trouver un professionnel qui, sur 20 ans, va réussir, qui a battu le marché et qui va continuer à le battre. Donc ça, c'est le rapport SPIVA. Il n'y a aucune étude qui montre que les succès passés d'un fonds actif peuvent être répliqués dans le futur. C'est souvent de la chance et la chance n'est pas éternelle. Une autre hypothèse, c'est que les conseillers qui font les professionnels qui font des gestions actives sont vraiment compétents. Mais quand le fonds devient trop gros,
leur stratégie qui leur a permis de se démarquer ne fonctionne plus. Il y a des stratégies qui fonctionnent avec des petits montants parce que tu es plus réactif. Tu peux faire des transactions plus rapides dans certains mouvements, alors que quand tu as trop des gros montants, tu ne peux plus te permettre ça. Ta stratégie change puis tu n'es plus capable de battre le marché comme tu le faisais avant. En fait, l'étude appelée Mutual Fund Performance at Long Horizon, donc la performance des fonds mutuels sur de longs horizons, qui a été publiée en 2023, montre que 54,8%, donc à peu près 55% des fonds actifs font moins bien que les fonds indiciels avant les frais. Donc, même sans les frais de gestion, il y a plus que la moitié des fonds actifs qui ne réussissent pas à battre le fonds indiciel, qui suit l'indice de référence. Donc, en effet, il y a statistiquement plus de chances de sélectionner un titre perdant qu'un titre gagnant. Il y a très peu de gagnants, mais ces gagnants-là sont tellement énormes, sont big. Donc, c'est pour ça qu'en ayant un fonds indiciel, tu vas profiter de ces gagnants-là, alors que si tu as un fonds actif et que tu as négligé les 2-3 gagnants, bien là, tu vas être derrière l'indice. L'apport d'un professionnel peut être important. Souvent, on dit que le professionnel, mais souvent, ce que j'entends de la part des professionnels sur des podcasts, c'est qu'ils disent qu'il y a d'autres sphères de la planification financière comme la fiscalité, le décaissement, etc. Puis je suis 100% d'accord avec ça, qu'on ne va pas choisir un professionnel juste pour les rendements. Mais en même temps, trouver son conseiller gentil puis qui vous aide bien dans les autres sphères, ça ne devrait pas être une raison de brûler quand même 40% de votre patrimoine avec des frais de gestion élevés qui ne vous rapportent pas les mêmes rendements qu'un FNB indiciel. Donc, je dirais plutôt qu'aimer votre conseiller parce qu'il est gentil, aimez plutôt vos enfants ou aimez-vous vous-même en vous assurant que votre patrimoine fructifie le plus qu'il peut. Donc, d'aller chercher plein potentiel de l'argent que vous avez durement gagné puis que vous investissez. Deuxième élément de synthèse, c'est la diversification réduit les risques. Donc, les fonds indiciels suivent, en plus de battre les fonds actifs, ils suivent un large éventail d'actions, ce qui va minimiser en plus le risque spécifique à une entreprise unique. Supposons que vous avez investi tout votre argent dans une entreprise technologique en plein essor, on va dire une start-up d'intelligence artificielle. Si cette entreprise-là échoue, bien, votre investissement peut descendre à zéro, ce qui est impossible avec un FNB indiciel. À l'inverse, justement, si un investisseur est dans un fonds indiciel qui suit le SP500, qui détient Apple, Microsoft, Coke, des centaines d'autres entreprises, il ne va pas dépendre du succès d'une seule d'entre elles. Donc, c'est un excellent exemple, là, c'est Enron. Donc, avant son effondrement en 2001, il y a beaucoup d'investisseurs qui pensaient qu'il s'agissait d'un bon pari. Par contre, ceux qui avaient diversifié leur portefeuille avaient un fonds indiciel qui leur a permis de ne pas subir une perte infinie. Ils ont perdu, bien sûr, quand tu as des joueurs qui font des gros joueurs qui font faillite, ça va impacter l'indice, mais au lieu de perdre 100%, tu vas peut-être perdre 6-7%. Donc, alors que les actionnaires individuels qui avaient seulement une ou quelques entreprises, bien, ont presque tout perdu. Troisième élément de synthèse, c'est l'efficacité fiscale des fonds indiciels. Donc, un autre avantage qui est méconnu des fonds indiciels, souvent, c'est leur efficacité fiscale. Donc, dans les fonds actifs, les gestionnaires vont acheter puis vendre plus fréquemment des actions, ce qui génère des gains en capital imposables que les investisseurs doivent payer, même s'ils n'ont pas vendu leur propre part des actions. Donc, quand tu investis dans un fonds commun, chaque fois qu'il y a une action qui est vendue, il y a un gain en capital imposable qui est réalisé. Donc, même si toi, tu n'as pas vendu tes parts, tu es copropriétaire du fonds. Donc, ta part de ces gains-là est répartie entre tous les détenteurs du fonds et il y a une partie qui est imposée à ton nom, souvent à travers le feuillet fiscal en fin d'année que tu vas recevoir comme un T3 ou un relevé 16 au Québec. Donc, autrement dit, tu vas payer de l'impôt sur des profits que le gestionnaire a réalisés à l'intérieur du fonds, même si ton propre investissement n'a pas été vendu et même si parfois la valeur du fonds a peut-être même baissé dans l'année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet fiscal indésirable des fonds actifs. Et les fonds indiciels, FNB indiciels, souvent, eux, ont très peu de transactions. Ils vont donc générer moins de ce type de gains imposables-là involontaires. J'ai récemment découvert un cabinet d'assurance différent. C'est des courtiers qui essaient d'acheter une assurance pour toi, pas de t'en vendre une. Si ton assurance auto, habitation ou entreprise renouvelle bientôt, ben fais comme je vais faire en juin prochain et appelle Galard Assurance au 450-753-8008. Va au galard.ca ou clique sur le lien dans la description de l'épisode. Tu vas voir, tu vas m'en remercier. Si tu écoutes Finances fondamentales, c'est probablement parce que tu veux mieux gérer ton argent, investir intelligemment et bâtir ton avenir. Mais il y a une autre forme de richesse tout aussi importante à laquelle je crois, ta santé. C'est exactement ce qui est abordé dans l'usine podcast, donc Bouger, performer, vivre, un podcast propulsé par l'usine Sherbrooke. Donc dans celui-ci, on parle d'entraînement, d'habitudes de vie, de comment bâtir une santé durable à long terme.
Et si tu habites à Sherbrooke et tu es prêt à passer à l'action, là, on est dans le bout des bonnes résolutions par rapport à la santé, là, ben, tu peux, en cliquant sur le lien dans la description d'épisode, réserver une consultation gratuite avec un des entraîneurs sur l'usinesherbrooke.com, notamment avec mon chum Max. Puis Max, c'est un vrai chum. Là, on joue à Codenames ensemble. Il me sac des volets au hockey. Dans tous les sports, en fait, là, Max, c'est un athlète et c'est surtout un être humain extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description de l'épisode, écoutez son podcast. Et si vous êtes à Sherbrooke, allez vous entraîner avec lui parce qu'au final, avoir du temps et de l'argent, c'est bien correct. Mais encore faut-il avoir la santé pour en profiter longtemps. Donc, en suivant un indice, la composition du FNB va changer très peu, ce qui va limiter là, le nombre de transactions puis limiter les distributions fiscales. Donc, si vous investissez dans un compte imposable comme un compte non enregistré, cet effet-là peut être énorme sur votre rendement net à long terme. C'est pas rare que le taux de rotation d'un fonds d'actifs, donc le nombre d'actions qui ont changé, va être à lui seul plus élevé que le taux de rotation plus les frais de gestion d'un fonds indiciel. Donc, juste avec le taux de rotation, les frais dans un compte non enregistré qui vont être imposés par cette faille fiscale-là, on va dire, dans les fonds actifs, souvent en termes de pourcentage, ça va être plus grand que le taux de rotation du FNB passif, en plus des frais du FNB passif. Donc, si on prend un exemple, parce que c'est un point peut-être un peu plus flou, en tout cas, je vous l'explique, puis il me semble que je tourne autour du pot. S'il y a deux investisseurs là, qui détiennent chacun, on va dire, un portefeuille de 100 000 $, il y en a un qui est dans un fonds actif avec un taux de rotation de 50 %, ce qui est réaliste en fonction de ce que je vois, là. Puis l'autre, on va dire, qui est dans un fonds indiciel avec 5 % de rotation, ce qui représente à peu près ce que je vois aussi. Après 20 ans, la facture fiscale du premier, là, qui a 50 % de taux de rotation, pourrait être beaucoup plus élevée que celle du deuxième, ce qui va grignoter là, une partie significative des gains. Donc, si tu dis que ça équivaut à peu près, on va dire, ce taux de rotation-là à 0,5 %, on va dire, là, de 0,5-1 % de gain, on a vu qu'est-ce que ça pouvait faire, ce type de frais-là, sur 20-30 ans. Et là, je ne sais pas si c'est moi là, qui a mal vérifié ou qui a mal compris, mais ces chiffres-là, là, l'impact du taux de rotation des fonds actifs apparaissent même pas quand on compare les rendements des fonds après les frais. Donc, en effet, ceux qui m'écrivaient, là, les professionnels, pour me dire que mes calculs n'étaient pas parfaits quand je comparais les frais de gestion, bien, vous avez bien raison, c'est encore pire fiscalement si on investit dans du non enregistré. Quatrième élément de synthèse, la simplicité. Donc, l'un des plus grands pièges à l'investissement, là, c'est vraiment l'illusion d'avoir le contrôle. Les gens veulent croire, veulent penser qu'ils peuvent battre le marché avec des choix stratégiques, mais la finance moderne, là, ce qu'elle enseigne, c'est que les marchés sont largement efficients. Toutes les informations disponibles sont souvent déjà intégrées dans le prix des actions avant que vous ayez la chance de réagir. Les fonds indiciels s'alignent avec cette réalité-là. Vous n'avez pas besoin de passer des heures là, à choisir la bonne action, à chercher la bonne action surtout, ou à analyser les rapports financiers. Tu investis seulement dans le marché global et tu profites de la croissance naturelle de l'économie. Un bon exemple, c'est le cas de Warren Buffett, pourtant l'un des plus grands investisseurs là, de tous les temps. Il a conseillé à la plupart des gens d'investir tout simplement dans un fonds indiciel du SP500 plutôt que d'essayer de battre le marché. Si lui le dit, il y a sûrement une petite raison derrière ça. Donc, en gros, apprenez à regarder la peinture séchée. En fait, regardez même pas la peinture séchée, là. Trouvez-vous d'autres passions que de regarder vos placements, puis soyez certain que la peinture va bien sécher, même si vous ne la regardez pas. Donc, soyez sûr, en fait, que vos placements vont fructifier, même si vous ne les regardez pas. Ben Félix parle d'un exemple au tennis. Il dit « Winning a winner game is hard ». Donc, quand pour gagner, il faut gagner le match, c'est difficile parce que l'autre va t'empêcher de le faire. Mais winning in a losing game is easier. Donc, si pour gagner, tu as juste à perdre le match, ça peut être plus facile. Puis l'investissement, c'est un loser's game. Il faut juste éviter les erreurs, pas rien faire d'exceptionnel. If you can't beat the market, you should consider joining it. Donc, si tu ne peux pas battre le marché, tu devrais considérer de te joindre à lui. Enfin, le dernier et cinquième élément de synthèse, c'est « ils ne sont pas tous égaux ». Donc, l'essentiel, c'est savoir que tous les fonds indiciels ne sont pas identiques. Il existe des fonds qui se présentent comme indiciels ou passifs, mais qui sont en réalité là, des paris sur certains secteurs. Donc, si on prend, par exemple, là, l'indice de fonds indiciels thématiques, tu en as sur l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies. Ces fonds-là vont souvent attirer des investisseurs lorsque la tendance là, est à son sommet et leur performance va souvent ensuite s'effondrer ou ne pas nécessairement bien faire. Donc, l'exemple du fonds indiciel là, sur le cannabis, c'est frappant. Il a été lancé au sommet de la bulle du cannabis en 2018, puis il a perdu 80 % de sa valeur en quelques années seulement. C'est pourquoi c'est préférable de se concentrer sur des fonds all-in-one, des fonds total market, comme ceux qui suivent
l'indice international, le SP500, plutôt que d'essayer de s'aventurer à repérer les FNB plus précis qui vont performer. Si vous le faites, c'est correct, mais pour moi, ça, c'est du stock picking, puis ça fait partie de la partie de mon portefeuille de 25% où je m'amuse. Donc, si je décide à un moment donné de miser, on va dire, sur des services financiers canadiens, ou je décide de miser sur l'intelligence artificielle ou sur l'or, bien pour moi, ça fait partie de mon 25% de sélection de titres individuels. Sauf que là, ça serait de la sélection de FNB individuels qui visent des secteurs en particulier. Donc, ce que je retiens, le key point, c'est ce que je viens de dire. Si tu ne peux pas battre le marché, ben, tu devrais considérer de te joindre à lui. Tu es sûr de gagner dans ce temps-là. Ou bien tu es sûr de ne pas perdre. Puis vu que c'est un loser's game, ben, tu es sûr de ne pas perdre, donc tu es sûr finalement de gagner. La semaine prochaine, je présente le rendement des stratégies que j'ai expérimentées en 2025, là, les stratégies magiques, on va appeler. J'adore faire cet épisode-là, puis verser quelques larmes tout seul dans mon sous-sol en regardant les rendements perdus de 36% depuis 4 ans. Mais bon, on va le faire quand même la semaine prochaine ensemble. Et ce jeudi, je vous présente les actions qui restent sur ma liste de surveillance. Donc, ça va être les actions 16 à 20. Et lundi prochain, ça va être la dernière action sur ma liste de surveillance. Donc, j'ai 21 actions que je surveille pour pouvoir acheter si le prix est intéressant. Lundi prochain, c'est la dernière qui va vous être présentée. Donc, à chaque jour, il y a une image sur ma page Facebook qui vous partage les raisons pourquoi cette action-là fait partie de ma liste de surveillance. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.